Partage la connexion. Tu es déjà connecté? Nous pouvons partager. C'est en ligne, hein, du coup, on attend un tout petit peu que les gens puissent se connecter. La connexion fait défaut. Hein? Allô? Oui, allô, oui. On dirait que la connexion n'est pas stable de votre part. Ah oui, ouais, je m'en doutais un tout petit peu qu'on allait avoir quelques soucis de connexion, mais bon. Je pense qu'on peut démarrer. C'est bon, Laïne, de ton côté, est-ce que ça va? Tu m'entends? Alors, hop, rétablir le micro. Bah, je vous reçois pas bien. Ok. On te laisse un peu le temps de le voir, hein, xoolal sa connexion ba xam. Et puis, bon, pareil, rek, tu nous fais signe, comme ça on démarre. Là, ton son, on n'a pas ton son, hein, on ne t'entend pas. C'est bon, Laïne, on peut y aller? Est-ce que Bokar, de ton côté, ça se passe bien? Tu m'entends? Oui, je t'entends bien et je te vois. Je pense ouais, que c'est de... Tout à fait, oui. Je pense qu'on a bon un pour petit toi? souci avec notre invité qui a des problèmes de connexion. Oui. Voilà, donc ce qu'on peut faire, hein, c'est peut-être... on va patienter un tout petit peu encore, voir si ça va de son côté. Mais voilà, il a des soucis de connexion, ça arrive. Surtout par rapport à l'endroit où il se trouve. C'est pas évident. Effectivement. Il revient. On va essayer de le... Les gars, est-ce que Oui, vous me allô? recevez? Oui, on t'entend, ouais. Là, c'est bon, on t'entend. Mais je vous reçois pas bien. Hein. On dirait que le réseau n'est pas stable là-bas. Bah, nous, de notre côté, ça se passe bien. J'entends bien Bokar Fofana. Et lui aussi m'entend bien. Par contre, on a du mal à t'entendre. Là, je vous entends. Allons-y, on peut le démarrer. Réseau, c'est le réseau. Bon, bienvenue à tout le monde sur Objectif Business. Donc, une émission qui est consacrée, comme vous le savez, à tout ce qui est économie,
à l'emploi, à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Layine Ndao, qui est un entrepreneur qui est basé au Sénégal, qui va nous parler de son business qu'il a monté au Sénégal depuis un certain temps. Bonjour, bonjour Layine. Et nous sommes aussi avec Bokar Fofana, qui est le chef d'entreprise, hein, on peut dire ça comme ça, chez Bokar, chez Human Resources Advising, qui est un cabinet de conseil en stratégie et management, qui accompagne en tout cas des entreprises et des particuliers dans leur business. Bonjour Bokar. Bonjour, encore une fois, je pense que je vais prendre très bientôt ma carte d'abonné chez Objectif Business. Je pense que c'est la deuxième fois, pour ne pas dire la seconde fois, parce que je suis sûr qu'il y aura une troisième et voire une quatrième fois. En tout cas, c'est un grand plaisir de me retrouver encore ici pour parler d'entrepreneuriat, voilà, avec Layine Ndao aussi et avec toi. Voilà, c'est un grand plaisir. Merci pour l'invitation. Alors Layine Ndao, je te laisse te présenter. Bonsoir Seydina, bonsoir Bokar, bonsoir à tout le monde qui nous suit ici. C'est un plaisir d'être là avec vous. Thank you for having me. Donc, comme vous dites, je suis Layine Ndao, je suis sénégalais. J'habite dans la région de Kaffrine. Je suis un jeune entrepreneur agricole, entrepreneur social, et j'évolue aussi dans le domaine de la culture, étant manager, ancien rappeur, manager, artiste, rappeur, directeur festival. Je suis aussi représentant d'une ONG américaine ici au Sénégal. L'ONG est dénommée Green Yellow TV, avec qui j'ai fait beaucoup d'initiatives ici au Sénégal et au niveau international. Donc, je suis en même temps en formation en agroécologie. Je suis environnementaliste et en même temps volontaire avec Moship, une organisation internationale avec laquelle j'ai travaillé pendant 2 ans et bientôt 3 ans. Donc, je suis très intéressé par les sujets qui sont l'Afrique, Youth Empowerment, Women Empowerment, et tout ce qui concerne l'agriculture, l'environnement et le développement d'une manière générale. Donc, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. On en viendra, on arrivera sur le fond des sujets. Donc, on voit bien que tu as tes multicasquettes, on peut dire ça comme ça, puisque tu es, j'ai entendu en tout cas comme quoi tu étais aussi dans le milieu du rap. Alors, je ne sais pas si jusque-là tu y es toujours ou pas. Très engagé sur le milieu associatif. Et en même temps, dans nos échanges de préparation de l'émission, tu me faisais remarquer que tu étais aussi engagé dans ta communauté en tant que conseiller. Oui. J'étais supposé être candidat aux élections passées, les élections municipales, avant de rejoindre une équipe. Et alhamdoulilah, heureusement, nous avions gagné les élections et j'étais sorti conseiller. En même temps, le chargé de la coopération décentralisée au niveau de la commune de Kayi, dans le département de Kaffrine. C'était une nécessité d'engager dans la politique après l'activisme, après le rap, juste pour essayer d'inspirer la jeunesse aussi, de leur montrer qu'on ne doit plus rester les bras croisés ou bien rester à parler. Il faut prendre des initiatives, il faut prendre des actions. Et on l'a fait aussi, alhamdoulilah, on l'a réussi à un pourcentage très satisfaisant. Merci Layine. Alors Bokar, on va te laisser aussi la parole pour revenir un peu sur Human Resources Advising, qui est un cabinet de conseil, comme on disait, qui est dans la stratégie et le management. Qu'est-ce que tu peux nous dire en plus par rapport à ce qu'on a déjà évoqué la dernière fois? Comment se passe le business? Est-ce que ça se passe bien? Alors, je pense qu'on peut globalement dire qu'il y a, voilà, ça se passe très bien dans la mesure où je pense qu'une entreprise, comme j'ai l'habitude de le dire, pour qu'elle reste viable et pérenne, il faut qu'elle fasse du chiffre d'affaires, il faut qu'elle fasse de la rentrée d'argent et tout simplement par le biais de ses clients. Et donc, je pense qu'à partir du moment où voilà, on a des clients, on a des gens qui nous sollicitent et qui sont extrêmement satisfaits par ce qu'on fait, je pense qu'à partir de ce moment, on peut se dire oui, notre initiative est en train, on va dire, de prendre forme, est en train de porter petit à petit ses fruits.
Donc, je pense que oui, on peut dire que le business prend forme de plus en plus à partir du moment où on a des clients, ce qui est le cas en ce moment au sein de Human Resources Advising. Donc voilà, ça nous fait très plaisir et encore une fois, très très heureux aussi de se retrouver dans ce plateau, dans cette plateforme web pour parler de HRA et surtout pour parler des défis de l'entrepreneuriat agricole, mais aussi surtout d'une façon générale, des défis d'un entrepreneur. Voilà. Mais pour répondre concrètement à ta question, oui, ça se passe bien le business. On espère accroître davantage, connaître plus de clients, en fait profiter aux autres en faisant, en embauchant tout simplement des personnes et des gens qui sont experts de leur domaine, quoi. En tout cas, merci d'être parmi nous. Ce sera l'occasion, en tout cas, pour Bokar Fofana et son cabinet d'apporter aussi des conseils sur le business de façon générale, les difficultés qu'on peut rencontrer, comment est-ce qu'on fait pour les surmonter. Et donc, Laïn, ton entreprise s'appelle Natangé Femmes. Il a été créé en 2022, c'est bien ça? 2020. 2020. Qu'est-ce que tu peux nous en dire en fait sur cette entreprise qui est dans le domaine de l'agriculture, apparemment localisée à Kaffrine? Oui, absolument. Natangé Femmes, c'est une structure, c'est une entreprise que j'ai montée depuis 2020 au niveau de la région de Kaffrine, particulièrement mon village d'Idede qui est situé dans la commune de Kayi. Donc, c'était une nécessité pour moi de démarrer des activités en 2020 parce qu'avec l'arrivée du Covid, tantôt comme j'ai évoqué, je travaille avec une organisation internationale et du coup, avec l'arrivée du Covid, il y avait une rupture, il y avait aussi un stand-by. Je ne pouvais rien faire et je ne devais plus rester à Dakar. Donc, je m'étais dit qu'il fallait que je retourne immédiatement au village pour démarrer les cultures, comment dirais-je, cette activité d'entrepreneuriat agricole. Vu qu'on est né dans une famille cultivatrice, on pratiquait l'agriculture, mais avec la Covid, c'était plus urgent de mettre en place quelque chose et alhamdoulilah, ça a bien développé jusque-là. Je touche du bois, alhamdoulilah, parce que même durant cette année 2020, on a eu une satisfaction déjà, une satisfaction familiale, parce qu'avec Covid, comme j'ai dit, l'urgence était de pouvoir assurer l'autosuffisance alimentaire au niveau de la maison, deuxièmement au niveau du village et en plus au niveau de la communauté. Donc, effectivement, donc une entreprise plus ou moins, enfin, qui est un peu dans la fourchette de ce qu'on connaît au Sénégal, hein, puisque on sait bien que au Sénégal, on a une agriculture qui est presque à plus de 80% qui est familiale, et donc les éléments que tu évoques sont tout à fait en cohérence par rapport à ce qu'on observe sur le terrain. Laïn, l'entreprise en question, du coup, elle est basée à Kaffrine, dans le village. Est-ce que tu peux nous dire en fait quelles sont les cultures qui sont pratiquées et sur quel nombre d'hectares ou de mètres carrés? L'entreprise, à vrai dire, évolue plus sur le domaine de la culture maraîchère. Donc, je l'ai mis en place pour essayer de répondre, comme j'ai dit tantôt, aux besoins alimentaires au niveau de mon village, de ma famille, du village et de la communauté. Comme tu dis tantôt, dans la communauté, surtout la communauté sénégalaise, surtout là où je suis né, le bassin arachidier, on fait les grandes cultures. Donc, on pratique des grandes cultures qui dépendent des jours des pluies. Donc, ça ne dure que 3 mois. Donc, il fallait essayer de remédier à ça et avoir des cultures beaucoup plus pérennes. Donc, raison pour laquelle je l'ai mis en place. Parce que dans la zone, on importe les légumes de la région de Thiès, de la région de Kaolack aussi. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de laisser continuer cela. Et je m'étais dit que on ne peut pas laisser ça continuer, raison pour laquelle je l'ai fait. Et pour ce qui est des superficies à cultiver, je peux dire alhamdoulilah parce qu'on a beaucoup de terres disponibles là-bas. On fait du maïs, on fait de l'arachide, du mil, sorgho comme grande culture. Mais Natangé Femmes, sur la partie agricole, comment dirais-je, maraîchère, je fais là-bas manioc, on fait manioc,
aubergines amères, aubergines rouges, piment, concombre. On fait du niébé, tout ce qui est légumes cultivables dans la zone, on le fait pratiquement. Et au-delà de ça aussi, je fais de l'arboriculture parce qu'il y a des arbres qui sont déjà plantés là-bas depuis 2020. Et avec l'entretien, alhamdoulilah, moins de 3 ans, donc certains ont commencé à donner leurs fruits. Et vraiment, on est très, très satisfait par rapport à ça. Et l'idée, c'était aussi de faire une innovation dans la zone. Parce que je voyais que après la saison des pluies, beaucoup de personnes quittaient la zone pour aller dans les villes chercher du boulot. Donc, je m'étais dit qu'il fallait essayer de montrer la voie aux autres. Et alhamdoulilah, parce que dans le même village, bien que le village est petit actuellement, presque chaque maison est en train de pratiquer ce qu'on dit le maraîchage. Donc, c'était pas seulement pour l'aspect business, quoi, mais j'étais beaucoup plus intéressé par l'aspect social. Et du coup, vu que c'est un village, c'est une communauté, donc il fallait pas miser au début sur l'aspect business à 100%, mais il fallait essayer de montrer la voie aux autres. Et comment dirais-je, du coup, on a pu approfondir beaucoup de choses, quoi. Alors, on l'a compris, l'idée c'est effectivement de montrer la voie, de baliser le chemin, voilà, un peu de leadership pour inspirer les jeunes. Bokar, qu'est-ce que cela t'inspire en tant que businessman aussi, hein, mais aussi en tant que conseiller justement, qu'est-ce que ça t'inspire de voir aux jeunes qui s'activent avec les moyens du bord? On sait que c'est très compliqué au Sénégal d'obtenir de l'appui, hein, bien vrai qu'il y a des dispositifs qui existent. Voilà, quel est ton avis par rapport à son engagement? Moi, effectivement, ça m'inspire beaucoup d'abnégation, beaucoup de dévouement de son côté, et je pense que c'est très important quand on est entrepreneur, et surtout quand on est entrepreneur agricole. Parce qu'il y a une difficulté dans l'entrepreneuriat agricole, surtout en Afrique, c'est que non seulement il fait très chaud quand on rentre à l'intérieur du pays, mais aussi c'est un métier qui est très physique. Donc, je ne sais pas aujourd'hui l'état actuel de l'entreprise de M. Ndao. Je ne sais pas quel est le niveau d'industrialisation, mais voilà, l'entrepreneuriat agricole ou les métiers, on va dire, les métiers agricoles, ce sont des métiers qui sont très physiques. Donc, ça veut dire qu'il faut extrêmement être motivé, extrêmement être engagé, dévoué pour cela, pour pouvoir le réussir. Mais moi, ça m'inspire effectivement de la confiance en lui. Je vois beaucoup de confiance en lui et beaucoup d'audace. Et j'ai l'habitude de le dire. L'audace, comme on avait l'habitude, ou comme on a l'habitude de le dire et de l'avoir écrit, l'audace donne du génie, comme disait Goethe. Et donc, je pense qu'en tant qu'entrepreneur dans le contexte africain, il faut avoir beaucoup d'audace. J'ai l'habitude de le dire avec mes équipes. Il faut avoir beaucoup de rigueur, travailler avec beaucoup de méthodes, hein, même si on est entrepreneur agricole, hein, je pense qu'il va falloir piloter son activité, il va falloir piloter les bases d'un développement commercial parce que voilà, on culture, mais aussi il faudra vendre ses produits. Donc derrière, il y a une qualité de service aussi qu'il faudra mettre en place. Il y a un niveau de professionnalisation ou de professionnalisme qu'il faut avoir. Il y a la qualité aussi des produits. Donc, ça m'inspire beaucoup de dévouement de son côté. Je pense que c'est super important pour un entrepreneur. On va y revenir dans le fond du débat. Mais en l'état actuel, c'est ce que j'en retiens. Et je pense que pour aussi réussir dans le monde entrepreneurial au Sénégal, il faut de ça, Lamine, comme tu as pu le montrer. Voilà, on est audacieux, on a ses terres, on y va. C'est difficile, mais voilà, il y a de la pénibilité, surtout dans le métier. Voilà, c'est le mot que je cherche. Il y a beaucoup de pénibilité. Mais il faut y aller, il faut cultiver, il faut y aller avec beaucoup de méthodes, connaître ses semences, stocker ses semences. Et voilà, je ne suis pas un expert de ce métier-là, mais en tout cas, il y a des méthodes qu'il faut avoir et je pense que je le vois en lui. Et c'est cela que, on va dire, ce qu'il vient de dire m'inspire, quoi. Alors, Layine, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Donc, aujourd'hui, tu as ton business que tu as lancé avec des terres. Alors, comment est-ce que tu as fait pour avoir des terres? Est-ce que c'est des terres qui sont plutôt des terres familiales? Voilà. Ou est-ce que c'est de la part l'appui du conseil municipal, de la municipalité du village? Ou alors, comment est-ce que tout ça s'est mis en place? Pour les jeunes qui nous écoutent et qui veulent justement
peut-être emboîter ton pas. Merci pour la question. Et la question est hyper importante parce que du coup, je dirais que ça, c'est inné déjà parce que le village où je suis né est fondé par mon grand-père et il a fondé le village uniquement pour l'agriculture et l'élevage. Donc, je suis son homonyme et donc, je suis son petit-fils. Donc, c'est juste, comment dirais-je, un héritage. Donc, bah, c'est inné, quoi. C'est dans le Familial, en fait, sang. voilà. C'est familial. C'est C'est dans familial, le donc tu sang. as repris Et, un peu dans la continuité, en la tout terre, cas. la terre est disponible. Même pour les grandes cultures, on a la chance de ne pas payer la terre. Donc, on peine même à cultiver toutes les terres disponibles. Donc, des fois, on en donne aux voisins, on les prête pour qu'ils cultivent. Donc, vu cette opportunité pour moi, donc, ça fait partie aussi des choses qui ont accéléré aussi, qui m'ont motivé le plus, parce que je voulais plus voir les terres inexploitées au niveau de la localité, mais surtout au niveau de la famille. Je m'étais dit qu'il fallait se lancer. Donc, c'est acquis, quoi. C'est acquis déjà par le biais de la famille. Et au-delà de ça, je dirais que c'était une sorte aussi d'inciter la jeunesse, comme j'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont issus des villages qui ont des terres disponibles au niveau de leur village, soit ce sont des terres de leur grand-père, de leur père, mais ils quittent les villages pour aller dans les villes, être exploités, entre guillemets, par les organisations ou bien par certaines structures. Donc, ils peinent à vivre au niveau des villes, alors qu'ils ont laissé des hectares et des hectares disponibles au village. Donc, je m'étais dit que non, moi, je ne vais plus accepter ça. Et même cette année-là, de 2020, lorsque j'étais au village, j'avais la chance d'écrire un article intitulé L'agriculture, une opportunité inexploitée en Afrique et au Sénégal. Et c'est la chose que j'ai beaucoup traité au niveau de l'article qui a été publié par un magazine qui est basé au niveau des États-Unis. Et vraiment, ça a été lu partout et même en Afrique, il y a beaucoup de jeunes qui se sont inspirés de ça parce qu'ils voyaient comme une source d'activation, une source de motivation. Parce que je ne pouvais pas concevoir être à Dakar, louer une chambre, louer dans une maison, une chambre, et dans cette maison où je loue, je n'ai même pas le droit d'avoir 1 mètre carré pour élever comment de poulet. Donc, pour moi, c'était un manque de... Les conditions de vie à Dakar sont effectivement compliquées. Il faut avoir un salaire qui soit élevé pour pouvoir avoir un logement décent et pouvoir justement vivre convenablement. Alors, c'était pas une liberté. Taïn, alors, on a compris effectivement que tu as eu, en tout cas, on peut dire ça comme ça, la chance d'avoir des parents ou des grands-parents qui ont fondé justement au village avec des terres qui sont disponibles, que toi, tu as pu reprendre et peut-être développer. Dans ce développement-là, donc dans l'activité que tu mènes aujourd'hui, quelles sont, disons, les difficultés que tu rencontres au quotidien? Merci. Les difficultés sont les moyens. Et comme j'ai dit tantôt, les terres sont disponibles, mais les moyens sont très limités. Alors, les moyens, c'est-à-dire quels moyens exactement? Les moyens financiers et les moyens matériels. Pour cultiver la terre. Quel genre aujourd'hui de matériel, disons? Quels sont les matériels dont vous avez besoin en tant qu'agriculture par rapport à ce que vous cultivez pour pouvoir exercer votre activité? Les matériels, on peut dire des tracteurs, on peut dire aussi tout ce qui aide le cultivateur à pouvoir cultiver sa terre, parce que nous, on interdit d'utiliser l'exploiter, parce que la terre ne doit pas être exploitée. Donc, ce sont des moyens, des machines, des bœufs, tout ce qui aide le cultivateur à pouvoir faire ses cultures et surtout l'accès à l'eau, parce que dans la zone... l'eau est très profonde, donc je paye au niveau de la société privée qui gère l'eau, donc pour le maraîchage,
et ça demande beaucoup de moyens. Des fois, la facture, quand la facture arrive, donc du coup, c'est très difficile. Donc, toutes ces difficultés-là, si on avait l'accès à l'eau, par exemple, du forage, donc ça serait plus, et ça sera une opportunité pour pouvoir créer des emplois, parce que je sais bien, avec un mini forage et une clôture déjà, je peux assurer déjà minimum d'ici 2 mois une création de 10 emplois de jeunes quand même, quoi. Donc, parce que d'accord, donc c'est vraiment les moyens financiers. Oui, c'est le moyen financier qui et puis les moyens, disons, matériels, hein, mais bon, qui vont aussi avec les moyens financiers, puisque lorsqu'on mais ça ne nous empêche pas d'y avancer. Avoir du matériel et puis l'accès aussi à l'eau, hein, je crois que c'est ça aussi. Alors, Bokar, quelle est ta réaction par rapport à ça et quels sont les conseils que tu peux apporter à Naïn pour pouvoir faire face aux difficultés qu'il rencontre? Alors, je pense qu'effectivement, ça, c'est la grosse problématique à laquelle beaucoup d'entrepreneurs dans le contexte africain font face, c'est la problématique du financement. C'est-à-dire aujourd'hui, on est porteur de projets, on peut avoir des projets qui sont quelquefois très, très viables, très, très compétitifs, mais effectivement, la grosse équation, c'est comment trouver les sources, on va dire, financières pour pouvoir, on va dire, débuter notre activité. Et je pense que peut-être en quelque sorte, il est confronté à cette problématique-là. Alors nous, au sein de notre cabinet de conseil, parce qu'on ne parle que sur la base de l'expérience, n'est-ce pas, qu'on a vécu ou l'expérience voilà, qu'on est en train de vivre. Nous, on est une société de prestation de services intellectuels. Donc, fondamentalement, nous n'avons pas besoin, par exemple, de lieux physiques qui engendraient nécessairement des coûts de production très, très importants. Alors, c'est quand même différent de son cas parce qu'en tant qu'entrepreneur agricole, il te faut un lieu physique. Nous n'en avons pas besoin. Nous travaillons fondamentalement en distanciel, donc en télétravail avec nos clients, maintenant en utilisant des outils digitaux, numériques pour être efficace, productif et partager tout le système d'information avec nos clients. Maintenant, pour un entrepreneur agricole, la problématique du financement se pose. Donc, moi, je pense que la première solution, je ne sais pas l'état juridique de la société de la mine, mais c'est de se formaliser déjà. Et là, je parle dans le cadre général. Il faut que l'entrepreneur formalise son activité. Parce qu'à partir du moment où vous formalisez votre activité, vous pouvez être, on va dire, prétendre à des sources de financement. Et si vous n'êtes pas, on va dire, crédible, parce que la crédibilité passerait aussi par la formalisation, en payant ses taxes, hein, en réglant, on va dire, sa situation fiscale au niveau de la Direction générale des impôts et domaines, qui quand même déploie un ensemble de panoplies pour que les entrepreneurs au Sénégal puissent voilà, régulariser leur situation fiscale. Mais je pense que la formalisation elle est très importante pour déjà, on va dire, passer la barrière de la problématique du financement. Parce que quand vous allez demander un financement... Alors Bokar, juste avant d'avancer, parce que c'est un point qui est extrêmement important, Laïn, c'est bien ça, votre exploitation pour l'instant n'est pas encore formalisée. Vous confirmez, c'est ça? Oui, je confirme. Et c'était un choix aussi. Hein. Et du coup, voilà, quelles sont les raisons qui peuvent faire qu'en fait, c'était un choix, quoi. Formalisation n'est pas forcément, pour toi en tout cas, dans un premier temps, forcément intéressante. Pourquoi ce choix justement de ne pas formaliser? Parce que comme je disais quoi, parce que ce qui a accéléré la naissance de l'entreprise, c'était la Covid. Et durant ce moment, je m'étais dit que tout pouvait attendre sauf l'agriculture. Parce que pendant un an ferme, j'ai arrêté d'acheter de nouveaux habits, j'ai arrêté d'acheter de chaussures. Je m'étais concentré, j'étais focus sur la ceinture pour mettre de l'argent, comme vous dites, et investir sur le démarrage de l'activité. Et c'était juste aussi pour essayer de montrer à beaucoup de jeunes que avec les moyens de bord, on peut démarrer, quoi. Parce que j'ai démarré avec une superficie de 800 mètres carrés que j'ai clôturé, que j'ai payé moi-même. J'ai fait entrer le robinet. Actuellement, j'ai même 2 robinets sur place. Et tous les coûts ont été sortis de ma poche. Alors, combien en termes de coûts, pour créer, quel est le coût, justement, Laïna, le coût de l'investissement initial? Le coût d'investissement initial, je peux dire que je pourrais juste partager le coût, le premier coût, bien la première somme que j'ai envoyée pour le démarrage. J'ai envoyé juste 90 000 francs pour la clôture. Et après, depuis lors, je continue d'investir. Parce que
Alors, on a un souci de connexion avec Laïn. On va poursuivre, hein, Bokar. Justement, je te laisse continuer sur la question de la formalisation, puisque c'est un point qui est extrêmement important. Et, il disait quelque chose de très intéressant avant de partir. Je pense qu'il va revenir. Oui, il va revenir. Je pense qu'il va revenir. Hop, je vais l'ajouter. Il est là. Alors, Laïn, on te laisse poursuivre, hein, sur l'investissement initial qui a permis justement de démarrer l'activité. Alors, 80 000, j'ai vu comprendre, 90 000 pour la clôture. Et ensuite? Oui, je disais que j'avais juste envoyé 90 000 comme, comment dirais-je, pour la clôture. Et après, jusqu'à présent, je continue d'y investir parce que c'est très difficile comment dirais-je, de qualifier ou bien de donner le chiffre exact pour le coût d'investissement. Alors, pas le chiffre exact dans l'essence, c'est d'avoir en fait un ordre de grandeur, qu'on puisse avoir une idée. Non, c'est beaucoup. Juste voilà. la semaine passée même, j'ai fait une évaluation par rapport à l'investissement et je me suis rendu compte que c'est beaucoup d'argent que j'ai mis là-bas. Beaucoup d'argent, c'est-à-dire combien? Est-ce que 1 million, 2 millions, 300 000, 400 000, à peu près combien? Parce que beaucoup d'argent, c'est vrai que les personnes... Non, c'est... allô? Oui, on comprend, vas-y. Il faudra comprendre le Nodi seulement, quoi. Oui, mais c'est pas une grosse somme pour démarrer. Ça on a compris en tout cas que c'est une somme qui est secrète, que tu n'as pas envie forcément de donner. Combien? Justement, pour revenir sur le sujet, la question initiale, donc sur la formalisation justement, puisque aujourd'hui il n'a pas formalisé et il a des difficultés financières, hein, pour pouvoir faire des investissements. Du coup, je te laisse poursuivre sur ce sujet que tu étais en train d'aborder. Oui. Ok. Je disais que pour le démarrage, j'avais démarré seulement avec 90 000 francs. Et la semaine passée même, j'ai fait une évaluation des investissements et je me suis retrouvé avec beaucoup d'argent que j'ai investi là-bas, quoi, pour un début. Et c'était l'approche et l'idée c'était d'essayer de montrer, parce que on n'est pas un leader, mais on prétend à essayer de trouver le chemin et essayer de le montrer à d'autres. Raison pour laquelle on essaie d'être identique par rapport à ce qu'on veut faire. Tu vois, lorsque j'ai démarré avec 90 000 francs et pour la clôture, après, je me suis investi pour tout ce qui est semences, tout ce qui est pépinière. Il y avait parce que c'était urgent à l'époque, je ne pouvais pas préparer de pépinière parce que il y avait déjà, c'était le mois de juin et bientôt l'hivernage. Et j'ai investi encore tout ce que j'ai gagné aussi, je le réinvestis de 2020 jusqu'à présent. C'était une approche que j'ai utilisée. Tu as atteint ton seuil de rentabilité, si on peut. Oui, alhamdulillah. On a eu ça, hein, parce que, à vrai dire, vraiment, c'est très rentable et c'est un business très, très, très lucratif. Et cette année-ci, on a essayé de pousser à l'élevage. Donc, on fait beaucoup de choses. On fait de l'élevage, on fait pas encore l'aviculture naturelle, parce qu'avec l'aviculture, on fait l'aviculture naturelle, on fait la cuniculture, des lapins là-bas et aussi des canards. Il y a beaucoup de choses qu'on essaie de faire et tout ça, c'est par rapport à l'argent qu'on gagne avec au boulot, ou bien l'argent qu'on gagne dans le maraîchage, quoi. Donc, au début, je m'étais dit que pour formaliser la structure, si je prends le format, comment dirais-je, GIE, peut-être la somme que je devais payer au moment, je pouvais le réinvestir, je pouvais l'investir au début, parce que je visais pas d'abord au début un grand marché. Ça faisait partie aussi des raisons, parce que je voulais répondre aux besoins locaux. Par contre, là, ça fait quand même 3 ans. Ça fait quand même 3 ans que tu es dans le business. Oui, ça fait 3 ans. Et cette année-ci, ça tu as atteint ton seuil. Oui, cette année-ci, ça se fera. Donc, ça veut dire que tu commences à faire des bénéfices par rapport à l'investissement initial. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui ferait qu'il n'y aurait pas de oui, on le fera parce que bientôt nous allons lancer. Du coup, à Bokar, bientôt nous allons lancer nos formations.
qu'il revienne sur l'importance de la formalisation et puis on le fera. Pour quelle raison, Bokar, en fait, l'AIN devrait investir en fait de l'argent pour formaliser son entreprise? Parce que ça coûte effectivement de l'argent, comme il l'a dit. Pour un GIE, alors je ne sais pas le montant exact qu'il faut. Je sais que pour une SARL, il faut 1 million de CFA comme capital initial, et sans compter les frais d'établissement, donc je parle aussi des frais de notaire, et puis la création d'un compte bancaire, ainsi de suite, sans compter les impôts aussi qui doivent venir. Pour quelle raison aujourd'hui, Bokar, l'AIN devrait formaliser son activité? La première raison, c'est que c'est pour rester crédible. C'est pour rester crédible aux yeux des tiers, c'est-à-dire des banques, auprès de ses fournisseurs, pour rester crédible et avoir la confiance de ces fournisseurs et de ces tiers-là. C'est la première raison qui explique que la mine devrait aller dans une dynamique de formalisation de son entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toujours pour rester dans cette dynamique de confiance et de crédibilité, il a parlé tout à l'heure, je pense en l'AIN, qu'il va commencer à faire des formations. Oui. Alors, voilà. Tu ne peux pas, à mon avis, enfin, pas que tu ne peux pas, l'idéal plutôt, c'est qu'il puisse aussi se formaliser parce que quand tu vas proposer des formations, peut-être que ce sera, on va dire, des formations ou elles seront des formations à vocation certifiante. Voilà, il y a aujourd'hui un organisme qui certifie ces types de formations ou bien qui accrédite des centres de formation comme le 3FPT, le Fonds de financement de la formation professionnelle. Et donc, pour que la mine puisse bénéficier de ces financements-là, il faut qu'il formalise son entreprise et donc son activité. Sinon, la mine ne serait pas forcément crédible ou ne serait pas forcément bien vue. Et les gens ne lui feront pas forcément confiance parce qu'il est informel. Et ça, c'est la première chose qui peut expliquer que tu es dans cette dynamique. La deuxième ou la troisième chose, ce serait que, ne serait-ce que pour te protéger, voilà, ne serait-ce que pour te protéger et protéger ton activité. Parce qu'en l'état actuel, ton activité, on va dire, n'a pas de statut juridique. Donc, personne ne te connaît juridiquement. On ne te reconnaît pas juridiquement. Vous voyez? Donc, tu as beau peut-être, tu pourrais très bien dire, oui, je suis un entrepreneur. Les gens le voient, effectivement. Mais aux yeux de la loi, on ne te reconnaît pas, on ne te connaît pas. Et aussi, aux yeux de la loi, on peut considérer que tu fais de l'évasion fiscale. Le fisc au niveau de Cafrine. Alors, c'est vrai. Non, c'est pas pour lui faire peur. C'est pas pour lui faire peur. Mais c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, dans le contexte du Sénégal, l'objectif n'est pas de te mettre à mal avec l'administration fiscale, bien entendu. Je pense que on n'en serait pas là. Ils savent très bien que voilà, les entrepreneurs sénégalais, ils ont beaucoup de difficultés et qu'on essaie tant bien que mal d'y arriver avec les moyens du bord. Donc, c'est pas ça l'objectif. Mais voilà, il explique juste l'importance effectivement et le risque que tu prends, parce que c'est effectivement un risque, on ne sait jamais. On peut tomber sur des gens qui sont possédés, comme on peut en trouver un peu partout dans le monde. Donc voilà, c'est important effectivement la partie sécurité. Bokar, vas-y, poursuis. Voilà, donc ce n'était pas pour te faire peur, Lamine, mais je dis juste les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. La réalité des choses telles qu'elle est. Aujourd'hui, l'administration fiscale, vous venez très bien te dire, ton entreprise, elle existe depuis 2-3 ans, tu fais des bénéfices et tu ne le déclares pas. Et donc, on te fait ce qu'on appelle un rattrapage. Donc, pendant l'année 2020, 2021, 2022, et tu payes. Ça, c'est la réalité. Enfin, je ne dirais pas qu'on n'en serait pas là. La probabilité, elle est très, très minime. Mais je veux dire, ce sont les risques qu'on court quand on fait des bénéfices, parce que c'est chaque citoyen sénégalais, pour aller dans la dynamique d'engagement que tu as évoquée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qui viendraient, mais moi, je reste juste dans les principes. C'est qu'à partir du moment où on a une activité, on a l'obligation de la déclarer, parce qu'on se fait des bénéfices, et donc, on doit payer ce qu'on appelle des impôts, tout simplement. Voilà. Parce que toi aussi, pour pouvoir prétendre au financement de l'État, l'État exigera de toi que tu sois en règle par rapport à ses services fiscaux, par rapport à tes obligations fiscales, etc. etc. Et donc, moi, le premier conseil, voilà, en tant que consultant et qui entreprend aussi tout comme toi, mais qui est dans un autre secteur extrêmement différent du tien, c'est d'aller dans cette dynamique de formalisation. On va dire le statut juridique GIE est encore loin. J'ai cru comprendre que tu entreprends, voilà, on va dire que tu es ton propre patron. Tu peux poser ou mettre en place une entreprise individuelle. C'est le plus simple. Et aujourd'hui au Sénégal, quoi que l'on puisse dire, l'État quand même du Sénégal a mis en place beaucoup de on va dire, d'initiatives pour que l'entreprise puisse être créée en 48 heures. Aujourd'hui, vous allez à l'APIX. À l'APIX, c'est, on va dire, l'organisation étatique qui gère les investissements étrangers.
ben, vous créez une entreprise individuelle très rapidement. En 48 heures, vous avez votre entreprise en votre nom. Vous avez un registre de commerce, vous avez un numéro de NINEA. Et après, vous allez à votre centre fiscal auquel vous dépendez, vous créez un OFI, vous créez un numéro OFI, et vous êtes reconnu dans la base de l'administration fiscale des impôts et domaines. Et ça, si vous voulez prétendre à des financements, demander des financements, on vous demandera toujours votre registre de commerce et du crédit immobilier, votre numéro de NINEA, etc. Vous ne pouvez pas demander un financement alors que vous n'êtes pas reconnu par l'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous pouvez partir sur une SARL, une société à responsabilité limitée. Et juste une petite, on va dire, pas correction, une précision plutôt, pour créer une SARL au Sénégal, le capital social minimum, c'est 100 000. Avec 100 000 francs, vous avez une société à responsabilité limitée. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'aujourd'hui, votre responsabilité est limitée. C'est-à-dire que si vous avez, c'est la différence avec l'entreprise individuelle, parce que si vous avez une entreprise individuelle, votre responsabilité est illimitée jusqu'à votre propre bien. C'est-à-dire que vous possédez une maison Lamine à Kaffrine, vous devez à la Banque Crédit Mutuel du Sénégal 10 millions de francs CFA en tant qu'entrepreneur individuel et que vous n'avez pas les capacités, votre entreprise n'a pas les capacités de payer, la banque peut saisir ton bien, ta maison par exemple. Donc ta responsabilité est illimitée. Alors que quand tu crées une entreprise à responsabilité limitée, donc une SARL, le capital social minimum est de 100 000 francs CFA. Et à partir de ce moment, toi, Lamine, tu peux emprunter à la banque 100 millions de francs CFA, par exemple, et que, je touche du bois, je ne te le souhaite pas, le jour où tu serais dans l'incapacité de payer, ta responsabilité est limitée. Ta banque ne viendra pas jusqu'à saisir ta maison. C'est pour ça qu'on parle de société à responsabilité limitée. Et ça te protège justement. Est-ce que tu me suis? Ça te protège. Donc, ce sont là les avantages d'une sécurisation et d'une formalisation de son business. Et il y en a plusieurs. Merci beaucoup pour la pertinence de l'intervention. Et étant aussi comment dirais-je, un intellectuel entre guillemets, on est très conscient des opportunités et des choses ou des opportunités qu'on peut manquer en étant dans l'informel. Mais le choix était très bien réfléchi. Et vu qu'aussi, au-delà de l'aspect moyen, il y avait beaucoup de choses aussi qui nous restaient au début, qui nous manquaient au début, raison pour laquelle on essaie d'y aller à petits pas. Et chaque chose aussi à son temps, et alhamdoulilah, parce que on est actuellement, comme je l'ai dit, comment dirais-je, Seydina, on est en formation très intensif même de 22 semaines en agroécologie. Nous allons sortir bientôt en tant que formateur en agroécologie. Et on attendait le bon moment aussi pour pouvoir développer plus. Peut-être avec la communication. L'agroécologie sera validée. Vous allez plutôt vous orienter vers, en tout cas, votre business. Voilà, vous allez formaliser. Est-ce que vous me recevez? Oui, moi je vous entends. Ouais. On t'entend très bien. On le soit très bien. Ok. Je disais que le choix était très bien réfléchi et on sait bien ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire aussi par rapport à la formalisation. Parce qu'on prétend aussi à être parmi les leaders de l'agriculture au niveau du Sénégal et en Afrique. Et pour atteindre cet objectif aussi, il nous faut être très formel même. Et essayer d'être en règle avec les lois et règlements du pays et du secteur. C'était, comme j'ai dit, une façon de pousser à la jeunesse à l'action. Parce que je connais beaucoup de jeunes qui sont porteurs de projets, qui ont des entreprises formelles, mais sur la réalité, sur le terrain, ils ne font rien. Ils disent je suis CEO, founder, président d'une organisation ou bien de chef d'entreprise, alors que sur le concret, ils font rien. J'en connais beaucoup. Et raison pour laquelle je m'étais dit qu'il fallait commencer par le commencement, parce qu'on ne peut pas vouloir dire qu'on est agriculteur, on est entrepreneur et on n'a pas de business, on ne mouille pas la maillot. Avant d'être jour, il fallait aussi être dans l'action. Je m'étais dit qu'il fallait partir de là. L'action pour s'accommoder avec le respect de la réglementation aussi. Effectivement, oui, c'est important ça. Oui. Voilà. Mais n'oublions pas. Parce que, mais n'oublions pas, mon frère.
pas opposer le fait de formaliser avec le fait d'être dans l'action. Le fait de formaliser, justement, c'est aussi une action. Parce qu'on va justement faire des démarches qui sont complexes, qui sont compliquées. On est aux démarches, et alhamdoulilah, je peux dire que même sans être... Comme l'a fait remarquer Bokar, de pouvoir aussi avancer le plus loin possible. Parce que là, effectivement, pour avoir des financements de la part d'une banque, de la part des structures de l'État qui existent, hein, la délégation à l'entrepreneuriat rapide qui existe, ou un accompagnement de la part de la DPME qui existe, et ou aussi de la banque agricole, qui est la banque qui vient en appui aux agriculteurs. Donc, pour bénéficier de tout ça, il faut effectivement exister juridiquement, et cela ne nécessite pas vraiment d'avoir aussi des moyens qui sont hors de portée, quoi. Donc voilà, c'est juste pour ne pas opposer formalisation et action. Et puis en plus, quand on parle d'engagement et de modèle, c'est aussi important de donner l'exemple à travers le respect de la réglementation. Donc, il ne faut pas opposer les deux. Inch'Allah, on le fera cette année-ci. Hein. On le fera très bientôt même. On le fera très bientôt même pour être beaucoup plus à l'aise, mais aussi pour essayer d'être un rôle modèle par rapport à ce qu'on veut faire et ce qu'on est en train de faire. Mais même sans étant formel, on a eu à être deuxième lauréat de la compétition nationale Climate Launchpad au niveau du Sénégal avec le projet Natangué Femmes. Et au-delà de ça, on peut dire que beaucoup de personnes qui nous connaissent ou bien qui nous contactent, ils connaissent Natangué Femmes. On voulait juste jouer au début pour la notoriété, essayer de pousser, de propulser, pour inviter les jeunes qui sont issus des milieux ruraux à revenir à la terre et ne pas prendre aussi l'agriculture comme un secteur qui est réservé aux pauvres. C'était ça l'idée. Et alhamdoulilah, grâce à notre modeste contribution et notre modeste personne, beaucoup de personnes sont intéressées au secteur maintenant. Ils nous le disent franchement, ils nous le disent ouvertement. Ils sont issus de notre localité, au niveau national, mais aussi au niveau de l'international. Et on l'a réussi parce que si on arrive aujourd'hui à avoir des jeunes qui sont de la Sierra Leone, Gambie, Liberia et beaucoup de jeunes au niveau de l'Afrique qui nous contactent, qui nous demandent des conseils par rapport à l'agriculture, qui nous demandent comment mettre en place un business d'agriculture, bien comment entrer dans le justement sur la mise en place d'un business. La mise en place d'un business agricole, quels sont les conseils que toi, Laïn, tu donnerais en fait aux jeunes qui veulent se lancer concrètement? Les conseils que je donne aux jeunes, c'est de repenser bien au secteur agricole. L'agriculture ne doit pas être un secteur qui est comme roue de secours, mais l'agriculture est un secteur clé. C'est un business. Être agriculteur, c'est être un businessman. Être agriculteur aussi, c'est être au diapason de how the world works, comment le monde marche, quelles sont aussi quelles sont les dernières innovations, mais surtout aussi d'aller se former. Parce que aussi on ne peut pas vouloir être agriculteur ou bien entrepreneur agricole sans avoir une formation. Au début, si on vous le dit à des jeunes, ils pensent que non, là, moi je suis cultivateur, je suis né d'une famille cultivateur, donc je n'ai pas besoin de me former, alors que c'est hyper important, effectivement, dans chaque domaine qu'on prend, d'avoir les compétences nécessaires pour se lancer. Bokar, sur on le voit bien, sur la question de la formalisation, c'est un sujet qui est en tout cas délicat. On sait bien qu'au Sénégal, on a plus de 90% des entreprises qui sont informelles, ce qui fait un manque à gagner qui est important pour l'État. Mais c'est également ce qui expose aussi, on l'a dit, les entreprises qui sont justement informelles à des risques. Il y a des risques réels qui existent. Quand on est informel et qu'on subit, par exemple, des dommages, on n'a pas d'assurance. Donc, derrière, c'est extrêmement compliqué de se relever. Et puis, les sources de financement, pareil. Donc, lorsqu'on n'est pas formalisé, c'est extrêmement compliqué d'avoir des sources de financement. Je ne parle même pas de gagner des marchés, des appels d'offres et compagnie. Justement, Bokar, il n'est plus avec nous, Laïn. En termes de création d'entreprise, en fait,
toi qui as une expérience dans le domaine, quelles sont les étapes? Parce que je posais la question à Naïm, mais il est resté très généraliste. Quels sont les conseils, disons les 2 ou 3 conseils clés que tu donnerais aux jeunes qui veulent se lancer? De façon générale, que ce soit l'activité. Effectivement, je pense qu'on n'est pas hyper méga sensibilisé. C'est-à-dire qu'on veut créer une entreprise, mais on n'est pas sensibilisé sur les tenants et les aboutissants de l'entreprise. Et je pense que ça aussi, c'est de la responsabilité des gouvernants. Mais aussi, en tant qu'entrepreneur, je pense que tu dois aller à la source de l'information. C'est-à-dire que prendre le temps d'emmagasiner le maximum d'informations sur la création, la formalisation, l'intérêt. Parce que quand on parle d'entreprise, c'est parce qu'on est formel qu'on parle d'entreprise. Tout à fait. À partir du moment où on n'est pas formel, on n'est pas une entreprise, on est autre chose, mais tout sauf une entreprise. Est-ce que tu vois? Tout sauf une société. Déjà, quand on parle de société, c'est parce qu'on a un statut. On a un statut juridique selon la situation fiscale du pays dans lequel on vit, selon, en tout cas, la situation fiscale du lieu d'emplacement. Qui est en vigueur dans l'État dans lequel on est établi. Clairement. Donc, selon le lieu d'emplacement, donc selon le droit positif du pays dans lequel on est. Donc, c'est à partir de ce moment qu'on parle d'entrepreneurs et de sociétés. Sinon, on n'est pas une société, on est peut-être, enfin, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais on n'est pas une société. Donc, les différentes étapes, quand on parle du contexte sénégalais, elles sont très, très simples. C'est qu'aujourd'hui, on a une idée claire de son business. On a fait notre plan d'investissement, notre plan d'affaires, qui est aussi quelquefois très facultatif, hein, le plan d'affaires. Ce n'est pas parce que, voilà, il faut obligatoirement… Pour ceux qui nous écoutent, c'est le business plan. Hein. Voilà, c'est le business plan. On n'est pas obligatoire, enfin, voilà, obligatoirement, on n'est pas… Mais c'est bien au niveau des tiers, au niveau des banques, d'avoir un business plan aussi. Pour certains, c'est très bien d'avoir un truc posé, voilà, où on situe en tout cas, on visualise on définit l'idée, effectivement, la localisation de l'entreprise, les initiateurs, c'est ça. Et la situation de développement. Et ainsi de suite. Voilà, et aussi la situation où est-ce qu'on va y aller dans le court, moyen, long terme, tu vois. Voilà, tout à fait, les objectifs, effectivement. Voilà, mais les différentes étapes, elles sont très simples. Donc, on passe par là, voilà, on définit le projet, on écrit le projet. Voilà, en tout cas, nous, chez Human Resources Advising, je suis passé par là. L'écriture du projet, donc j'avais sur le papier la visibilité de ce que je voulais faire dans le court, moyen, long terme. Et après, alors, on a la connexion de Bokar qui a sauté. Eh bien, on a perdu Laïn Dao, on a perdu Bokar Fofana, certainement des problèmes de connexion. Et en tout cas, voilà, vous l'avez compris, lorsqu'on monte son business, il est extrêmement important d'avoir, quand on démarre, hein, dans la mesure du possible, d'avoir ce qu'on appelle un business plan. Le business plan, c'est le document qui établit justement l'idée de projet qu'on veut dérouler, qui définit l'endroit, la localisation où on veut faire son projet, les personnes, s'il y a d'autres personnes avec qui on veut monter le projet, le type de société, est-ce que c'est une SARL, est-ce que c'est une entreprise individuelle qu'on veut mettre en place, qui définit également donc, les objectifs, hein, comme on le disait, les objectifs généraux, mais aussi opérationnels de façon très précise sur le moyen terme, sur le long terme, parfois même aussi on peut le mettre sur le court terme, et puis qui définit aussi la façon dont on va financer son projet. Quelles sont les solutions de financement qu'on va mobiliser pour financer son projet? Est-ce qu'on va, voilà, il y a un apport personnel, de combien est cet apport personnel-là? Voilà. Quelle est la part, par exemple, s'il y a des aides qui sont pourvues par l'État, quelles seraient les instances qu'on va, les organismes qu'on va solliciter pour justement vous financer? Et puis qui définit également ce qu'on appelle le compte prévisionnel de résultats, voilà, qui définit les charges et les produits, hein, donc les charges financières, les charges d'exploitation, les charges exceptionnelles, mais également les produits, hein, toujours exceptionnels financiers et d'exploitation. Donc, c'est l'ensemble de ce document-là, il est extrêmement important parce qu'il donne de la visibilité sur l'entreprise qu'on veut créer. Il nous indique en fait aussi ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le niveau à partir duquel vous commencez à avoir de la marge, c'est-à-dire si vous avez investi par exemple 100 euros et que vous avez en bénéfice 100 euros, donc ça veut dire que donc, ça s'annule donc à partir du 100 unième, à partir du moment où vous avez 1 euro de plus, vous avez justement, vous commencez à être rentable, ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Donc c'est des éléments qui sont extrêmement importants qui permettent
par exemple, d'avoir l'appui des banques, l'appui de tiers. Ça peut être un associé aussi, une personne qui peut être intéressée par le projet et qui pourrait apporter son concours financier pour que le projet puisse se dérouler correctement. Donc, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. On a récupéré Bokar Fofana et Layine Dao. Donc, Bokar et Layine, j'étais sur l'explication de l'importance d'avoir un business plan avec les différents éléments qui sont dans le business plan que j'ai expliqué rapidement, y compris le compte de résultats et les charges et les produits qui sont importants à mettre en évidence, le seuil de rentabilité qui est extrêmement aussi important. Donc, c'est un document qui est vraiment stratégique, qui vous permet d'avoir, vous, ne serait-ce que personnellement, une visibilité sur ce que vous voulez faire en termes de business, de se projeter en tout cas aussi dans le temps, de pouvoir discuter. C'est un document, c'est une base d'échange avec les personnes qui vont vous financer. On va bientôt terminer l'émission. Alors Layine, on va te laisser peut-être nous dire très rapidement en conclusion, puisque l'émission était censée durer 45 minutes. Voilà, on a eu du retard dans le démarrage pour des questions techniques. Quels sont sur quoi est-ce que tu voudrais conclure, Layine? Alors, Layine ne nous entend pas visiblement. Bokar Fofana, je te laisse peut-être la parole. Alors, oui, j'ai finalisé. J'ai finalisé rapidement, très, très rapidement, effectivement. Enfin, je suis en train d'expliquer que les différentes étapes de la formalisation, elles sont très, très simples. Hein. Tu as passé en revue le plan d'affaires, donc le business plan, et à partir de ce moment, on choisit notre nom commercial, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on va choisir un nom, ou sinon on garde notre propre nom. Hein. Tu peux créer un nom, une société au nom de Seydina Alioune Saleh, hein. Ou sinon, tu as un nom commercial. Et à partir de ce moment, tu vas dans les structures étatiques qui recueillent, on va dire, l'information, tu déposes tes papiers, et puis la formalisation se fait à partir de ce moment. Hein. C'est très, très simple. Au Sénégal, par exemple, si tu veux créer, à titre d'exemple, une entreprise individuelle qui a un nom commercial, vous payez 20 000 francs CFA. Si tu veux créer une entreprise au nom de Layine Dao ou de Seydina Alioune Saleh, donc pas de nom, pas de dénomination commerciale, vous payez 10 000 francs CFA. Et hop, votre entreprise est créée. Donc là, vous êtes inscrit au registre des commerces et des crédits immobiliers de Dakar et vous avez votre numéro NINEA. Et à partir de ce moment, vous vous régularisez auprès de votre centre fiscal. Et le tour est joué en termes de formation. Je pense qu'on a passé en revue aussi l'importance de la formalisation qui procure de la sécurité, qui procure de la crédibilité auprès des tiers et surtout aussi qui donne vie à votre entreprise selon un statut juridique qui est clairement déterminé. Tout à fait. Donc, on a encore perdu Layine. En tout cas, c'est un point qui est extrêmement important. Je vois qu'en tout cas, lui, il n'était pas forcément en tout cas renseigné par rapport à ces différents éléments, mais je pense qu'il est convaincu, hein, comme nous le sommes tous, de l'importance de formaliser et qu'il a cette envie aussi de donner l'exemple, hein, comme il l'a mis en évidence. Et alors, il n'est pas encore parmi nous. Donc, on va peut-être conclure l'émission. Il a des difficultés de connexion. Bokar, sur quoi est-ce que tu voudrais terminer du coup rapidement? Je voudrais, je pense, terminer sur ce domaine-là, l'entrepreneuriat. Je pense qu'aujourd'hui, tout comme le freelance, ce sont des secteurs à investir par les jeunes au Sénégal. C'est qu'aujourd'hui, d'après les dernières statistiques de l'Agence nationale de la démographie et de la statistique, donc l'ANDS, hein, qui est une agence gouvernementale qui gère les données et qui recense… L'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Et de la démographie, effectivement. Et donc, du coup, en 2018, d'après leur dernier rapport, en tout cas 2018, 300 000 personnes étaient demandeuses d'emploi. Et près de 30 000 personnes pouvaient trouver d'emploi. Donc, le gap, il est énorme. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, tout comme le freelance, ce sont des moyens qui permettent à nos jeunes de, on va dire, résolver le taux de chômage au Sénégal. Mais il suffit aussi qu'il y ait un environnement qui encadre tout ça. C'est vrai qu'au Sénégal, il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup d'agences gouvernementales qui tournent autour de l'entrepreneuriat. Mais je pense qu'il faudrait qu'on arrive à un niveau d'harmonisation. Il faudrait juste aussi que les jeunes puissent intervenir et investir le champ de l'entrepreneuriat. En quoi faisant? En mettant tout simplement leur expertise. Si vous êtes quelqu'un qui est maîtrisard, qui a une licence dans un domaine, de mettre son expertise au service d'une panoplie de clients. Et en plus, le marché au Sénégal est très ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'e-commerce, il n'y a pas que du commerce, il y a de la prestation intellectuelle pour les personnes qui sont… La prestation de services, effectivement. De savoir, donc de services. Des gens qui peuvent investir l'entrepreneuriat agricole.
Donc, l'agriculture, les terres sont immenses. Le Sénégal, c'est 196 712 km², c'est évident. Donc, effectivement. voilà, donc le Sénégal, il est énorme, il y a beaucoup de terres. Et donc, je pense qu'effectivement, l'entrepreneuriat agricole, c'est un bon moyen aussi pour, voilà, pour des gens qui sont détenteurs, on va dire, d'un master ou d'un diplôme d'ingénieur en agronomie, hein, ceux qui sortent de l'ENSA, de Thiès, là, tu vois, il y en a beaucoup qui sortent de cette école. Et donc, je pense que voilà, il faut investir massivement ces domaines-là. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ça, c'est une réalité importante aussi qu'il faut souligner. Il y en a qui trouvent leur sécurité dans le salariat. Ça aussi, c'est une réalité. Mais voilà, je finirai mes salariat propos par... offre en tout cas un confort qui n'est pas celui de la personne qui entreprend, qui prend des risques, effectivement, puisque quand on investit, on n'est jamais sûr qu'on a un retour sur investissement. Voilà, en termes de rentabilité. Et voilà. donc, effectivement, c'est pas la même chose. Voilà, donc, mais je pense que voilà, c'est un champ qu'il faut investir. Il faut du courage, par contre, il faut de l'abnégation. Voilà, pour être entrepreneur, il faut de la méthode, il faut beaucoup de rigueur. On ne compte pas ses heures, c'est ça la difficulté, mais on peut avoir très rapidement un retour sur investissement, on peut gagner beaucoup plus d'argent. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, que lorsqu'on est salarié. Voilà, vous êtes salarié, vous pouvez gagner 300 000 francs CFA le mois. Vous faites de la prestation intellectuelle, vous faites de la prestation de service sur 2 semaines, une prestation de 2 semaines, je ne sais pas moi, c'est peut-être de faire une étude, de rendre un livrable en termes de PowerPoint ou de PDF, ou de faire, je ne sais pas moi, une vidéo stratégique. Et vous gagnez en une journée, en 2 jours, 3 jours, vous gagnez ce que vous gagnez en un mois. Ça, c'est la réalité, hein, dans le domaine de la prestation intellectuelle. Tout à fait, c'est un secteur qui est extrêmement important. Voilà, je ne sais pas dans le domaine de l'agriculture comment ça marche, mais voilà, pour dire que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bénéfices à être entrepreneur et il faut de la méthode. Et je pense que quand on a beaucoup de méthode, beaucoup d'abnégation et beaucoup de rigueur, c'est évident, on peut s'en sortir. Laïn, on te laisse conclure. Est-ce que tu nous entends? Oui. Oui, on te laisse conclure, Laïn. Rapidement, sur quel mot est-ce que tu voudrais clôturer ton intervention? Allô, est-ce que vous me recevez? Oui, on t'entend bien. Allô? Allô, oui, on t'entend, Laïn. Ça va maintenant? Oui, on t'entend très bien, vas-y. Oui, la question? Encore? Non, je disais en fait, on va clôturer l'émission. On va te laisser peut-être clôturer avec peut-être un dernier mot. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci aussi pour cette opportunité. Et merci aussi de m'avoir invité avec Bokar. J'ai bien aimé, j'ai bien adoré l'émission. Bien qu'on a... On t'a un peu bousculé, mais bon, c'est un peu dans le concept, hein, c'est normal. Ah oui, j'aime bien, j'ai beaucoup apprécié, Et en tout cas, le dernier mot est que j'invite tout le monde, surtout la jeunesse sénégalaise et africaine, à prendre beaucoup plus le secteur au sérieux, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités et beaucoup d'opportunités dans le secteur. Donc, surtout, c'est avec cette jeunesse qu'on doit construire le pays, c'est avec cette jeunesse aussi qu'on doit construire l'Afrique. Donc, nous avons une mission et on doit aussi bien la réussir, Inch'Allah. Donc, j'invite tout le monde aussi à prendre beaucoup plus conscience par rapport aux attentes parce qu'il nous faut essayer de nourrir l'Afrique. Et sur ça, on ne peut pas échapper de l'agriculture. Il faut qu'on passe par l'agriculture. Et surtout, on ne doit plus laisser l'agriculture à nos vieux, nos parents et bien nos mamans. Donc, en tant que jeune, on peut être intellectuel, avoir le master, le doctorat. Si on n'a pas les moyens ou bien la main pour la pratiquer, aussi, vous pouvez contribuer à l'agriculture ou bien au développement du secteur par l'investissement. Et nous appelons aussi tout le monde à essayer d'investir et nous vous invitons aussi à investir sur Natangué Femmes parce que très bientôt, il y a beaucoup de surprises. Tantôt, j'ai beaucoup parlé de la formation, il y a les formations, il y a l'investissement aussi, l'actionnariat, Inch'Allah. Donc, merci et j'invite tout le monde aussi avec bien sûr une formalisation à la clé pour justement... Oui, ça c'est impératif. Ça c'est impératif. Moi, personnellement, vous pouvez aussi nous suivre d'investir dans ton business. Si je mets de l'investissement, voilà, je ne suis pas en sécurité parce que je donne de l'argent à qui tu l'as donné à telle personne.
C'est Non, quoi non, ton ça rôle sera là-dedans? C'est acquis, ça sera marketing, acquis, c'est ça sera écrit. acquis d'ici ça sera Voilà, acquis donc d'ici 2 c'est mois même. un peu ça. Donc c'est important. Oui, C'est important, effectivement. oui. Bon, en tout cas, merci En tout cas, Naïm, merci. chef Merci. d'entreprise, hein, comme on le disait chez Nathan Gueffam. Et puis Bokar Fofana, qui est CEO de Human Resources Advising. Merci pour les conseils, Bokar, parce qu'on sait effectivement que tu es dans la prestation de service. C'est pas évident de donner comme ça des conseils gratuitement. On sait que ça coûte trop cher. Donc, si on a l'opportunité de t'avoir parmi nous gratuitement, c'est vraiment salutaire. Donc, merci. Et à tous nos téléspectateurs, on leur dit à la prochaine. Merci à tout le monde. Merci. Inch'Allah.